Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Arte Reportage. Au menu aujourd'hui, chronique de la crise au Venezuela. Et l'Arctique sera-t-il le nouvel Eldorado? Aux confins de la planète, la Russie et les pays riverains de l'Arctique tentent de se frayer de nouveaux chemins pour s'approprier les trésors enfouis sous la banquise. Mais d'abord, direction le Venezuela, où la tension ne cesse de monter. La crise se focalise en ce moment autour de l'aide humanitaire, bloquée aux frontières du pays. Et nul ne sait qui sortira vainqueur du bras de fer que se livrent le président Maduro et son rival Juan Guaido. Une impasse dont les plus démunis font les frais. Des experts estiment que la santé de 300 000 personnes est directement menacée à cause des pénuries de vivres et de médicaments. Les dernières sanctions américaines empêchent Nicolás Maduro de vendre son pétrole, ce qui représente un manque à gagner de 300 millions de dollars par jour. Le désespoir des Vénézuéliens grandit au fil des heures, mais Maduro refuse toujours toute aide humanitaire. 3 millions de personnes ont déjà fui. Mais ceux qui sont restés sont-ils vraiment prêts à régler leur compte avec Nicolás Maduro et à jeter la révolution chaviste avec l'eau du bain? Gonzalo Arijon de Kinopresse revient de Caracas. Il y a trouvé une population divisée et hantée par la peur. Caracas, le 29 janvier. On aurait pu imaginer une ville à feu et à sang, entre partisans du président Maduro et ceux du président autoproclamé Juan Guaido. Mais tout est calme. Pourtant, en tendant bien l'oreille, dès le lendemain, on entend des sifflets. Ceux des opposants à Maduro. À l'appel de son rival, ils ont quitté leur bureau, leur maison, et ils occupent le pied de leurs immeubles. Les plus courageux vont défiler au centre-ville. Aujourd'hui, ils sont quelques milliers. Pas un policier en vue, tout est calme. Leurs adversaires ne sont pas très loin de là. À l'appel du parti chaviste, ils ont organisé une garde autour du palais présidentiel. Là aussi, le meeting est plutôt paisible. Les discours, un peu moins. On a annoncé l'arrivée imminente de marines pour remettre de l'ordre au Venezuela. Cette bataille ne fait que commencer. Ce sera une bataille de résistance. C'est pour ça que le président a déclaré hier, dans un message adressé au peuple des États-Unis, « Protestez contre ça. Faites arrêter cette folie. Ne permettez pas que le Venezuela devienne un nouveau Vietnam. Nous, on doit se préparer pour qu'aucun d'eux n'en sorte vivant, s'ils osent nous envahir. » Il n'y aura pas de coup d'État, il n'y aura pas d'intervention militaire. La paix et la volonté du peuple s'imposeront. Vive la patrie, vive Chavez, vive Nicolás Maduro. Toujours nous remporterons la victoire. Le lendemain matin, les discours enflammés se sont momentanément éteints. Place aux militants du quotidien. Andrés Ribeiro est un infatigable défenseur de son quartier populaire de San Juan. Prends soin de toi. Grand partisan de Chavez à ses débuts, il combat aujourd'hui le régime et il a rejoint le parti de Guaido. Bonjour, comment vas-tu? Et alors, tu travailles bien? Non, on peut rien faire. Ah, ça passe. Tous les matériaux sont trop chers. Ils font de la menuiserie, mais vous voyez bien, tout est trop cher, donc ils ne peuvent plus travailler. Andrés est connu comme le loup blanc ici. Il s'est longtemps occupé du carnaval du quartier, il en a gardé un petit côté vedette. Ah, c'était la belle époque. Ça va revenir, tu crois? Bien sûr que si, ça reviendra. C'est comment ici en ce moment? Ah, on va dire que ça va vraiment mal. Très mal. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut que ça bouge. S'il faut demander l'intervention des Américains, qu'ils viennent. Nous, les Vénézuéliens,
on les accueillera pour qu'ils nous défendent contre tout ce qui nous arrive. Je ne suis pas la seule à dire ça, c'est tout le monde. On a tous faim. Et en plus, le quartier est pourri de voyous. Rien qu'avant-hier, ils ont assassiné une jeune fille à côté. Moi, on m'a tué mon frère devant ma porte. Il était militaire. Et la jeune fille qui a été tuée lundi, elle était fonctionnaire. Vous voyez, on est mal, on est mal. 1er février, 9h, il fait déjà chaud. Lui, il ramène de l'eau de la fontaine. La nouvelle a vidé les rues du quartier, l'aide d'État est arrivée dans les magasins en ville. Les premiers chanceux en remontent. Hey, dis donc, tu as trouvé de la farine pour le pain? Oui, c'était le dernier sac de farine. Maintenant, ils ont supprimé le sucre et les haricots rouges. Tu vois, le sucre, c'est fini. Une fois, on a fait un meeting ensemble. Et pour avoir été présent, on l'a empêché d'acheter de la nourriture subventionnée. Pendant 2 mois. Juste parce qu'il a été avec nous. Je n'ai pas été le seul. Ils ont menacé tous ceux qui participaient à des réunions contre le gouvernement, de représailles sur la nourriture. Ils nous menacent avec tout ce qu'ils peuvent. On peut même te prendre ton taxi si t'en as un. 1er février, toujours. Agustina habite depuis 20 ans dans ce quartier, Brise du Panthéon. C'est une chaviste de la première heure. Elle a mené une lutte farouche pour transformer son bidonville en immeubles sociaux. Tous les vendredis, elle anime le conseil du quartier. Il y est souvent question de logement, mais aujourd'hui, il s'agit aussi de défendre la révolution et de préparer la manifestation du lendemain. Tout le monde a besoin d'un logement digne. Même si une personne a 100 ans, elle a le droit d'en rêver. C'est comme ça de la naissance à la mort. Et ça, c'est la Constitution qui le dit, c'est pas moi. Maduro fait tout pour que l'accouchement soit bien médicalisé. Pour les anciens, pour les enfants, pour les services publics, il fait tout. Alors si on doit parler de respect, alors qu'il le respecte et que Maduro reste. Nous autres, nous continuons à être du côté de la révolution parce que c'est avec elle que nous avons des réponses. Sans la révolution, il n'y a pas de solution. « 2 février au matin. Agustina a convoqué ses troupes sur la place principale de son quartier. Ils vont rejoindre la grosse manifestation prévue ce samedi en ville. La veille, les Américains ont bloqué tous les avoirs de la Compagnie nationale des pétroles. 7 milliards de dollars confisqués. Colère chaviste, mais sous les invectives des opposants. Dehors! Dehors! Dégagez! Barrez-vous! Qu'est-ce que t'as, toi? T'as un problème? On t'aime quand même parce que tu es vénézuélienne. La manifestation n'est pas toujours la bienvenue et le groupe est encore petit. Journée tendue, tout le monde sait que les guaidistes, eux aussi, préparent une grosse manifestation pour aujourd'hui. Il y a des insultes et aussi des voitures qui veulent forcer le passage. Comment il peut nous rentrer dedans? On a tous le droit de manifester, peu importe ton parti. Il veut nous écraser, nous tuer, et après, si on le mettait en prison, on se plaindrait qu'il y a une dictature. On est frères, moi aussi je t'aime de tout mon cœur. On n'est pas là pour faire la guerre, on n'est pas pour la violence. On est là pour démontrer qu'on est un parti d'amour et qu'on veut la paix parce qu'on est tous vénézuéliens. Maduro, Maduro, je n'ai voté pour personne d'autre. Qui a élu ce Guaido?
Ah, c'est facile. Moi aussi, je peux m'autoproclamer présidente. C'est quoi ça? Il faut respecter le vote. Les chavistes, cet après-midi, sont des dizaines de milliers. Il y a certes une obligation de présence pour les fonctionnaires, la pression des conseils de quartier ou encore les allégeances au régime. Mais il y a aussi de la colère contre le blocus qui fait misère ou contre ces gringos qui ont interdit toute transaction en dollars pour les exportations vénézuéliennes. Les cours de la principale ressource du pays, le pétrole, sont en chute libre. Les joueurs de tambour de l'opposition se disent que cela va peut-être accélérer la chute du régime. Les opposants sont aussi dans la rue ce samedi, libres de s'en prendre aux symboles du régime, comme ce béret rouge qu'affectionnait tant le président Chavez, l'homme qui leur a légué le naufrage de l'économie. On a vraiment faim, on mange que des céréales, nos enfants ont quitté le pays, il n'y a pas d'aliments, il n'y a rien et l'argent ne suffit plus. S'il vous plaît, entendez-nous, que tous les pays nous aident à faire partir ce gouvernement. Ils sont déjà nombreux derrière ces manifestants. Les États-Unis, bien sûr, qui menacent même d'intervenir militairement, mais aussi les Européens. Ils ont demandé le départ de Maduro et reconnu Guaidó. Dans la manif, Andrés estime ne pas avoir besoin d'eux. Voici le peuple du Venezuela. On est à nouveau dans la rue. Maduro, ce ne sont pas les marines qui vont te faire tomber. Ce sera ce même peuple que tu as défié, que tu as affamé, qui finira par te chasser. Dimanche, retour à la normale. À Caracas, comme si de rien n'était, l'orchestre Simon Bolivar est en répétition. Adriana, 29 ans, est second violon dans cet orchestre de jeunes, célèbre dans le monde entier. La musique la fait toujours rêver, mais elle en vit de moins en moins bien. La crise a tout atteint. À un moment donné, notre salaire était excellent, idéal. Notre rémunération nous poussait aussi à donner le meilleur de nous-mêmes, au-delà même des exigences de l'orchestre. Mais au fur et à mesure de la dégradation de la situation, nos salaires se sont tellement réduits qu'il nous est absolument impossible d'en vivre. C'est pour cela qu'il y a plein de gens qui partent. En ce dimanche, ceux qui n'ont pas fui sont plutôt chez eux. Agustina a enfin pu faire quelques courses. On en a eu pour l'équivalent de 4 salaires minimum. Au supermarché, ils ne voulaient même pas qu'on filme pour que vous ne puissiez pas voir les prix qui sont déments. Je t'en parle même pas. Et avec ça, tu peux tenir combien de temps? Bof, je dirais 3-4 jours. Mais je vais te faire une super bonne pâte parce que tout ce que je fais, c'est délicieux. J'ai eu l'occasion, en tant que militante pour le logement, d'être invitée à Allo Presidente. Et le commandant Chavez, dès qu'il est arrivé, il m'a fait venir avec lui sur le plateau. Hé, la belle! Oui, toi, viens ici, s'il te plaît. Une alchimie s'est déclenchée entre le commandant et moi. Une forme d'amour. J'ai été marquée à tout jamais. Et regarde maintenant. Regarde mon appartement. C'est grâce à Chavez que je l'ai. Ça a été un cadeau du ciel et du commandant Chavez et de la Révolution. Le commandant Chavez a été un exemple. Il a su nous inoculer le socialisme
Et je me dis souvent que perdre la révolution, ce serait fatal pour moi. Si on perd la révolution, les espoirs de beaucoup s'envoleront. Lundi, les affaires militantes reprennent. Le gouvernement organise depuis plusieurs jours une gigantesque collecte de signatures pour dénoncer la politique américaine. La pétition, adressée à Donald Trump, refuse l'aumône d'une aide alimentaire, elle exige que les sanctions économiques soient levées et que l'armée US se tienne à l'écart. Elle veut aussi prouver que le peuple est bien derrière Maduro. Andrés, lui, a repris le chemin du travail. Il est huissier au Parlement depuis 20 ans. Un Parlement et des collègues que le régime n'aime pas beaucoup. J'ai été kidnappé jeudi dernier. Tu as été arrêté? J'étais dans une réunion de l'opposition. Et sur le chemin du retour, un pick-up noir de marque chinoise avec 4 hommes armés m'ont pris, m'ont emmené dans un terrain vague et m'ont tabassé comme jamais. Et ils m'ont dit qu'ils n'aimaient pas les gens qui assistent à ces réunions. Ils disaient que je faisais partie de la coalition de Guaidó, qu'ils ne voulaient pas nous voir dans les meetings. Ils sont en train de réunir des signatures pour que les gens affirment qu'on n'a pas besoin d'aide humanitaire. Là, si on ne signe pas, ils ont dit qu'ils viendraient nous chercher. Andrés est au service du Parlement, contrôlé par l'opposition depuis 2015, mais désavoué par le président qui lui a substitué une constituante à sa botte. D'où l'imbroglio constitutionnel qui a poussé Guaidó, le président du Parlement élu, à s'autoproclamer président de la République par intérim en janvier dernier. Eux, ils mettent ces paravents pour que personne ne puisse aller du côté de leur assemblée. Là derrière, c'est la constituante de Maduro. Et ici, c'est l'hémicycle du Parlement, le seul pouvoir légitime qui existe en ce moment. Les députés n'ont plus de salaire, parce que Maduro accuse cette assemblée de désobéissance. Ça dure depuis plus de 2 ans. Les députés doivent venir ici depuis leur circonscription à leurs frais, et c'est parfois très loin. Le député Requesens est un député de la nouvelle majorité, de celle qui nous a amené Guaidó ou Olivares ou d'autres qui ont dû quitter le pays car ils étaient persécutés. Requesens est un de ceux qui n'ont pas eu peur de la dictature. Ses interventions, autant au Parlement que dans la rue, étaient fortes et courageuses. Et tout ça, il le paye aujourd'hui. Il a été arrêté et inculpé au mépris de son immunité parlementaire. Mais le peuple du Venezuela est derrière lui. Il y aurait 400 prisonniers politiques au Venezuela. 3 millions de personnes ont choisi l'exil. Mercredi, Andrés a un peu de temps libre. Il en profite pour militer à sa façon, dans son quartier. Même avec ses copains d'enfance, ça n'est pas toujours facile. On parle d'invasion, de bombardement. On est des amis, tu viens du quartier. Mais comment peux-tu être en faveur d'une invasion? Et tu dis quoi du blocus? Quel blocus? Mais t'habites sur quelle planète, toi? Laisse-moi parler. Et dis-moi, c'est qui les Yankees gringos qui vont nous envahir? Ceux qui sont en Colombie, au Brésil, aux États-Unis. Mais non, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils nous amènent de l'aide humanitaire. Nous, on signe des pétitions pour que les États-Unis nous rendent notre argent. Et l'aide humanitaire dont tu parles, c'est celle qu'ils ont donnée à l'Irak, c'est ça? Et à tous ces pays-là? Bah ça, c'était des invasions. Non, au début, c'était des aides humanitaires. Mais tu me laisses pas répondre. Attends, tu racontes plein de trucs, mais tu ne dis pas ce qu'on a vécu ces 20 dernières années. Et tu ne dis pas que maintenant nos enfants peuvent aller à l'école. Parce qu'avant, ils pouvaient pas y aller? Non, ils ne pouvaient pas, parce que les parents ne pouvaient pas les nourrir. Et maintenant, ils peuvent. Grâce à Dieu, oui. Mais ils sont où tous ces aliments, dis-moi?
Ça, c'était une épicerie, non? Oui. Pourquoi elle est fermée alors? Bon, allez, on y va. Salut, mon pote. Allez, on va pas se séparer comme ça. On est quand même des potes. Ennemis du soir, copains du matin, dans le barrio, partisans et adversaires de Maduro arrivent parfois à se parler, mais ça n'est pas le cas partout. Ici, on ne veut pas d'opposants, ni de prise de vue. On est organisé en conseils communaux. Vas-y, parle-moi de tes conseils. Vas-y. J'en ai rien à cirer. Barrez-vous, dégagez, ça ne m'intéresse pas. Parle-nous de ce peuple, vas-y. Dégagez. Ici, le peuple est organisé. Et c'est ça qu'il faut que tu expliques. Ici, le peuple est organisé. On soutient la révolution et le président de la République. Mais parle-moi du travail que tu fais ici. Barrez-vous. On ne veut pas de vous ici. Mais parle-moi du travail que tu fais ici. Tu le vois pas, notre travail? Chaque fois que ces femmes me voient dans le quartier, ça les met en colère, car elles savent la lutte que je mène. Que je déteste cette manière de gouverner et de faire chanter les gens contre un carton de nourriture, pour leur carnet révolutionnaire, pour l'accès au logement. Et comme je leur dis, dans l'avion qui va finir par évacuer ces dictateurs, ceux qui ont mis le pays à terre, dans cet avion, eh bien, ils n'emmèneront pas ceux qui m'agressent. Eux, ils vont rester et ils seront bien obligés de partager la vie quotidienne avec nous. Mais le voisin, celui-là même qui en ce moment nous prive de nourriture, où est-ce qu'il se cachera? Jeudi, Andrés a à nouveau quelques heures de libre. Il aime bien les petites sœurs de l'hospice de la paroisse San Juan. Il passe souvent les voir. Elles offrent un toit et quelques soins aux vieux indigents, mais elles ne peuvent pas faire grand-chose de plus. Vous avez eu des problèmes de ravitaillement, ma sœur? Oui, heureusement ça s'est un peu arrangé. Mais on subit beaucoup de calamités. On a du mal à trouver de la nourriture. Il y a des carences en médicaments pour la tension, le diabète, les antidépresseurs. Comme par exemple la glucosamine contre l'ostéoporose, le méloxicam pour les douleurs. C'est des médicaments dont on a vraiment besoin. En tant que religieuse, la seule chose que je demande à Dieu, c'est que ce monsieur quitte le gouvernement. Qu'on puisse à nouveau vivre comme avant. Que nous retrouvions un Venezuela où les enfants ne crèvent pas de faim. La charité ne peut plus grand-chose et la révolution non plus. Agustina est inquiète. Je crois que tout cela va passer. J'ai vraiment la foi que ça va passer. Ça ne va pas durer éternellement. Ce qu'on doit éviter à tout prix, c'est tous les genres d'invasion. Tant qu'on est protégé, on peut continuer à bien vivre. Par contre, si on est envahi, ils ont intérêt à faire gaffe. On sait ce que ça veut dire, leur aide humanitaire. Comment ils sont tous ces pays touchés par les Américains? Ils vivent mieux? Mensonge, mensonge. Qu'ils nous fichent la paix. Adriana, elle, n'en peut plus de cette impasse où la violence partout menace, qui a déjà emporté un des musiciens de son orchestre. Armando est mort dans une manifestation. Il a pris une balle dans le cou. Ça n'aurait pas dû arriver. Les armes à feu étaient interdites, mais il n'a pas eu de chance. C'est tombé sur lui parce qu'ils assassinent sans vraiment regarder.
Si on veut vraiment un changement dans le pays, on doit avoir de la patience. Parce qu'on ne va pas changer 20 ans d'un modèle politique en un mois. C'est pas possible. Le dialogue doit rester ouvert entre politiques parce que sinon le conflit va éclater et on ne peut pas se le permettre. Il y a suffisamment de morts dans les violences de tous les jours pour ne pas en rajouter pour des questions d'idéologie. Samedi soir, la ville est déserte. Plus personne ne va boire un verre, trop cher, trop dangereux. Chacun chez soi. Demain, les espoirs de Andrés, Adriana ou Agustina seront encore plus minces. Si rien ne change, le FMI annonce une inflation de 10 millions % à la fin de l'année. Et selon l'ONU, plus de 5 millions de Vénézuéliens auront quitté leur pays. Après le Venezuela, direction les eaux glaciales de l'Arctique, où 2 photoreporters ont passé 6 mois. Ils ont parcouru 15 000 kilomètres pour se rendre à l'évidence. Le pôle Nord ne sera plus jamais tranquille. Car la fonte des glaces ouvre de nouvelles voies maritimes et rend possible l'exploitation de richesses minières jusqu'ici inaccessibles. Du pétrole, du gaz et des terres rares d'une valeur estimée à 1 000 milliards de dollars. Pas étonnant que Vladimir Poutine ait placé l'Arctique en tête de ses priorités. Moscou veut transporter 80 millions de tonnes de marchandises par an via le passage du Nord-Est d'ici 2024. C'est le plus court chemin de l'Asie à l'Europe, un tiers de moins que par le canal de Suez. Les nouveaux brise-glaces sont déjà commandés, les anciens ports rénovés, des bases militaires construites. Et les fonds proviennent notamment de Chine, qui affirme depuis longtemps déjà ses ambitions de grande puissance polaire. Ce qui se passe dans l'Arctique peut-il vraiment révolutionner le commerce international? Et quels enjeux géostratégiques se jouent sur ces glaces qui n'ont plus rien d'éternel? Yuri Kozyrev et Kadir von Loazen d'Upfront ont immortalisé ce nouveau monde des antipodes. Depuis 2 ans, un étonnant balai de navires fend la banquise de l'océan Arctique. Des gigantesques bâtiments effectuent des rotations régulières au large des côtes russes, encadrés par des bateaux de surveillance et de secours en mer. La manœuvre en cours doit être exécutée avec la plus grande prudence et une extrême précision. Nous supervisons le chargement de pétrole brut en provenance du terminal. Nous préparons le canal de navigation. Nous transférons le mètre d'amarrage à bord du tanker. Mais notre fonction principale, c'est de parer à toute fuite de pétrole. Ce jour-là, le Baltica escorte le Sturman Maligin. Il fait partie d'une flotte de 6 tankers brise-glace russes, transportant l'or noir vers l'Europe et l'Asie. Il vient dans ce chenal charger le pétrole brut extrait à quelques kilomètres de là, en Sibérie. L'Arctique est devenu le nouvel Eldorado de la planète. La Russie extrait de cette région un quart de son pétrole, 80% de son gaz naturel et des minerais comme le nickel, le cobalt, dans des conditions climatiques extrêmement difficiles. L'essentiel des hydrocarbures est destiné à l'exportation. Grâce à un chapelet de ports situé sur son littoral arctique, la Russie contrôle désormais une route commerciale qui relie l'Europe à l'Asie par le passage du Nord-Est. Cette course aux richesses naturelles était impensable il y a encore 20 ans. Mais la fonte de la banquise rend la navigation sur l'océan Arctique plus facile et l'évolution des technologies
permet même de forer dans des conditions extrêmes. En juillet dernier, côté canadien, une expédition escortée par les gardes-côtes est venue observer l'influence des dérèglements climatiques sur les courants marins. Ces chercheurs de l'université du Manitoba sont formels. Le réchauffement climatique est 2 fois plus rapide ici que sur le reste de la planète. La banquise d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle que j'ai connue quand j'ai démarré ma carrière. La grande différence, c'est que la couche de glace est plus fine et qu'elle se déplace beaucoup plus rapidement. Et puis les étés sont tout à fait inhabituels. On le voit ici dans la baie d'Hudson. On la survolait l'autre jour et la température était de 19 degrés à plus de 7000 mètres d'altitude. Au sol, il faisait 2 degrés. La raison, vous la voyez autour de vous. Nous sommes sur une banquise qui fond, faisant monter l'air chaud dans l'atmosphère, alors que la surface reste froide. Dès que vous montez un peu, l'atmosphère est dominée par des courants d'air chaud en provenance du sud. À quelques centaines de kilomètres d'ici, la ville de Churchill a battu des records de chaleur à 32 degrés. Est-ce que la banquise va continuer à fondre? Je dirais que oui. La banquise ne sera plus jamais comme je l'ai vu au début de ma carrière. Nous avons passé le point de non-retour et la bascule s'est faite probablement autour de 2007-2010. L'Arctique concentre un tiers des réserves d'hydrocarbures de la planète. Le réchauffement climatique permet de forer plus facilement. Et la Russie le fait intensivement depuis 2 ans. Il y a encore 3-4 ans, on disait que le trafic maritime était quand même quelque chose, qui allait se développer tardivement, progressivement. Et ça y est, la Russie est en train de sortir le gaz exploité à Yamal par la route maritime du Nord par l'Est et l'étroit de Bering l'été, et par l'Europe en hiver. L'entreprise russe Novatek s'est alliée à Total et à la Chinese National Petroleum Corporation. La Chine achète beaucoup de gaz pour remplacer le charbon trop polluant et elle compte beaucoup sur la Russie pour s'approvisionner. En juillet dernier, une deuxième tranche du terminal gazier de Yamal a été inaugurée avec 6 mois d'avance sur le calendrier. À terme, il devrait produire entre 3 et 5% du gaz naturel liquéfié mondial. Dans ce centre ultramoderne, on décore, au nom du président Poutine, les ouvriers méritants, une réminiscence de l'ère soviétique. Une fois liquéfié, le gaz naturel est transporté par bateau. La Russie rénove ou construit des ports en eau profonde, comme celui de Sabeta. Il y en aura 16 d'ici 2025, sur toute la côte, accessibles à des navires de gros tonnage, aux coques renforcées. On le fait tourner à droite et après un peu à gauche. Oui, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez passer tout droit. Et après le pousser sur le côté. Ce serait parfait. C'est clair, alors on va avancer puis le tourner. Parfait. Le méthanier, Christophe de Margerie, peut naviguer dans 2 mètres d'épaisseur de glace. Il est le premier d'une flotte de 15 tankers en construction permettant d'exporter le gaz vers la Chine et la Corée par la route du Nord-Est. Cette nouvelle route amenée à se développer. J'espère que ça va marcher. C'est un avantage économique évident pour les entreprises comme pour les clients.
La distance est raccourcie de façon considérable et le coût devient très avantageux. Le prix du carburant est très élevé quand le navire doit faire le tour de l'Afrique, contrairement à la voie maritime du Nord qui est une ligne droite. La Russie construit aujourd'hui des routes comme celle-ci, longues de 350 km, reliant deux grandes villes de la péninsule de Yamal. Mais elle bâtit aussi des ports, des aéroports. C'est un investissement pour l'avenir. L'importance stratégique de l'exploitation des hydrocarbures arctiques pour la Russie est déterminante. Premièrement parce que elle représente 46% du budget de l'État russe. Deuxièmement, elle représente les 2/3 des entrées de devises étrangères en Russie, ce qui est colossal, et ce qui est déterminant pour justement la soutenabilité des finances publiques russes, et lui permettre de pouvoir continuer ses investissements tant en Arctique qu'ailleurs. Les investissements de la Russie dans cette zone ne datent pas d'aujourd'hui. Le port de Doudinka, sur le fleuve Yenisseï, ravitaille le centre minier et sidérurgique de Norilsk depuis les années 30. Ce centre métallurgique, le plus grand au monde, fait aussi de Norilsk la ville polaire la plus polluée par les métaux lourds et le dioxyde de soufre. Malgré les efforts pour atténuer les effets de la pollution, les affections respiratoires sont fréquentes et l'espérance de vie bien en dessous de la moyenne nationale. Mais Norilsk est un pôle industriel stratégique qui génère à lui seul 2% de la richesse du pays. Un patrimoine national. L'Arctique est depuis longtemps une terre inhospitalière, mais indispensable à la puissance russe. Si la conquête de l'Arctique est économique, elle est aussi territoriale. Elle a des conséquences sur le mode de vie des populations locales de la péninsule de Yamal, les Nénètes. C'est l'ethnie la plus importante de Sibérie. Pour l'essentiel, elle vit de l'élevage de rennes et un peu de pêche. Aujourd'hui, plus de 10 000 Nénètes élèvent 300 000 rennes dans les pâturages de la péninsule. Sous leurs sabots, les énormes gisements de gaz et de pétrole. Les Nénètes sont des nomades. Au printemps, ils entament leur migration vers le nord. L'été, ils parcourent 10 km par jour lorsque les rennes traînent leurs traîneaux sur l'herbe. Mais en hiver, ils peuvent faire jusqu'à 20 km en glissant sur la neige. La transhumance, qui s'étend sur un millier de kilomètres, permet aux troupeaux de trouver de quoi se nourrir. Mais depuis que l'exploitation des champs de gaz et de pétrole s'est étendue, les zones où les familles s'implantaient l'été sont devenues inaccessibles. On nous dit, cette terre n'est pas la vôtre. Elle appartient à tout le monde. On n'a pas le droit de dire que la terre est à nous, pourtant on vit ici. La terre appartient à l'État. On entend tout le temps ça. La terre est à l'État, le gaz, le pétrole sont des richesses de l'État. Mais cette terre, je l'aperçois comme mienne. Je ressens même de la douleur. J'ai vécu ma vie ici, et je l'ai vécue avec passion et avec joie. Mes enfants ont grandi ici, mes reines ont grandi ici. J'y étais heureuse. Tout ça s'efface avec le temps.
À la fin de l'été polaire, des hélicoptères se posent dans les campements pour emmener les enfants dans les internats. Ils y passeront l'essentiel de l'année scolaire. Le nomadisme nénètse a survécu à la première colonisation russe et au régime stalinien. Mais la sédentarisation des jeunes générations met en péril ce mode de vie. L'État russe assure l'éducation des petits nénètses, un changement de vie parfois brutal. Après avoir grandi jusqu'à 7 ans en plein air, au milieu de la toundra et des rennes, les enfants se retrouvent entre 4 murs pour apprendre le russe. Ils ne seront rendus à leur famille que 9 mois plus tard. Ce déracinement profond, ainsi que l'exploitation des terres, peut marquer la fin du nomadisme et de la culture nénètse. À 1500 km de là, l'école navale Nakimov de Mourmansk. Ces 5 dernières années, 9 écoles de cadets comme celle-ci ont vu le jour sous l'impulsion de Vladimir Poutine. La conquête économique de l'Arctique s'appuie sur une présence militaire forte. Le président russe a créé une force spéciale arctique de 6 000 hommes afin de contrôler l'ensemble du territoire, mais il a aussi renforcé la marine. Tu restes dans cette position sans faire bouger l'arme. Tu appuies jusqu'au clic. Tu prends ton fusil. Bien. Et là, tu vois, tu poses le fusil sur la paume et pas sur les doigts. Tu es prêt? Parfait. L'Arctique sera sans doute la première affectation pour tous ces jeunes de l'école des cadets. On estime à 50 000 le nombre de militaires russes des différents corps d'armée présents dans toute la région. La Russie est en train de moderniser ses bases navales. Des aérodromes de l'ère soviétique sont remis en état de marche. 27 bases seraient opérationnelles, soit 2 fois plus qu'il y a 15 ans. De ce pôle militaire d'excellence ne sortiront pas que de bons soldats. Ici, ils apprennent aussi l'agronomie, la géologie, la mécanique. La Russie forme à tous les métiers nécessaires au développement civil et militaire de l'Arctique. La Russie était déjà présente dans cette zone. Elle avait déjà habité son Grand Nord, donc en fait, elle ne fait que le réhabiter. Et en fait, je pense que ce qui explique le retard des autres puissances arctiques pour leur développement du territoire du Grand Nord, c'est aussi un petit peu la méconnaissance. C'est-à-dire qu'au final, hormis des études basées sur des probabilités de présence de ressources, il y avait eu très peu de forages, par exemple pour le pétrole ou le gaz, exploratoires. Donc du coup, il y a un vrai enjeu de recherche scientifique. Et pour les Américains, l'enjeu dans le Grand Nord, c'était plutôt être prêt quand il le faudra. C'est pas être prêt au plus vite, c'est plutôt savoir, mais en fait, pourquoi on veut développer l'Arctique. Et donc la stratégie d'Obama visait plutôt à l'époque 2030. Vous voyez, donc il n'y avait pas d'urgence. On ne se dit pas, il faut qu'on rattrape la Russie. Et de toute façon, il y a une telle asymétrie de puissance militaire, en tout cas, dans cette zone, entre les différents pays, qu'il n'est pas question d'un rattrapage. C'est par l'économie polaire que les États-Unis comptent rattraper la Russie. L'année dernière,
Donald Trump a autorisé les forages en Alaska. Ils étaient interdits sous le mandat de Barack Obama. Désormais, l'Amérique se soucie moins du réchauffement climatique ou de la pollution et beaucoup plus de son approvisionnement en pétrole. Les gardes-côtes, piliers de l'armée américaine, recevront de nouveaux navires d'ici 2022 pour assurer l'intégrité de leurs eaux territoriales. Vous savez, l'Arctique est de plus en plus embouteillé, non seulement par les forces militaires, mais aussi par l'exploration scientifique et les navires de croisière et tout ce qui se passe dans le domaine maritime. Vous connaissez le vieil adage selon lequel, si vous n'êtes pas quelque part, quelqu'un y prendra votre place. Nous portons une attention croissante à la sécurité nationale, la sécurité de nos ressources ici, et nous ne pouvons les protéger qu'en étant présents. Si vous n'êtes pas là, vous n'avez pas la capacité de peser sur les grandes décisions politiques internationales. Le Canada aussi entraîne ses troupes arctiques. Nous sommes à Resolute Bay, l'un des rares villages habités du Grand Nord canadien. Exercer sa souveraineté ici, c'est apprendre comment se déplacer, se nourrir, se protéger, dans des conditions climatiques extrêmes, moins 30, voire moins 40 degrés. Le gouvernement a prévu d'étoffer ses troupes au sol et de mieux contrôler son espace maritime. Officiellement, il n'y a aucune raison d'envisager un conflit direct avec la Russie. Mais un regain de tension ailleurs dans le monde pourrait avoir des répercussions ici. La supériorité opérationnelle russe, qu'elle soit aérienne, navale ou terrestre, inquiète. Les Norvégiens, qui partagent une frontière avec la Russie, participent régulièrement à des manœuvres de l'OTAN. Voici le scénario. 50 000 soldats de 31 pays viennent aider la Norvège envahie. L'agresseur n'est évidemment jamais nommé, mais il s'agit bien sûr de la Russie. La militarisation de la région est réelle, et même si elle ne sert officiellement qu'à sécuriser les routes commerciales et assurer un secours en mer, elle provoque inquiétude et tension. Et pourtant, l'océan Arctique offre aussi un spectacle naturel époustouflant. Et plus la glace fond, plus il est accessible. Sa beauté naturelle en fait une attraction touristique de premier plan. Rien qu'au Groenland, plus de 100 000 croisiéristes ont navigué au milieu des icebergs l'année dernière. Les bateaux rejettent leurs eaux usées près des côtes avec des produits de nettoyage très polluants. Une catastrophe pour un écosystème aussi fragile. Le tourisme, en fait, est l'illustration du paradoxe arctique. C'est d'un côté une fascination pour une zone hostile à l'homme, et deuxièmement une zone que l'on souhaiterait protéger et préserver, puisqu'on en reconnaît la richesse naturelle et biologique. D'un autre côté, on se prépare à justement tirer un profit économique du développement du tourisme par justement l'adaptation des infrastructures portuaires pour accueillir des navires de croisière. Les touristes viennent observer un monde en voie de disparition. C'est même un argument de vente pour les croisiéristes. Des paquebots de 400 ou 500 places peuvent aujourd'hui faire escale dans des petits ports, avec les conséquences habituelles du tourisme de masse. Bon nombre de fjords dans le Svalbard ne peuvent plus se traverser en motoneige. Les glaciers se retirent de plusieurs centaines de mètres par an et l'écosystème se transforme. Des poissons, comme les maquereaux et les morues, apparaissent, alors que certaines espèces d'oiseaux disparaissent.
C'est un endroit très riche. Mais les colonies d'oiseaux sont plus éloignées. Le glacier a reculé de 4 km. Ça signifie également que les oiseaux doivent parcourir 8 km de plus pour chercher la nourriture et rentrer au nid. C'est donc un chamboulement pour les oiseaux. Ils doivent voler plus longtemps et dépensent une énergie importante pour élever leur progéniture. Quand j'étudiais la biologie dans les années 80, on travaillait sur des modèles adaptés à l'environnement. Mais nous avons cessé de tout modéliser. Les changements sont rapides et les animaux réagissent très mal à des changements aussi importants. Ils ne peuvent plus s'adapter. C'est un environnement qui est devenu imprévisible. 2016 et 2018 ont été les 2 années les plus chaudes des 100 dernières années. La banquise fond à vue d'œil. L'Arctique, qu'on admire aujourd'hui, ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Mais sa conquête commerciale et militaire ne fait que commencer. Samedi prochain, grâce à nos reporters, mais aussi grâce à toute notre équipe, ici même, nous vous proposerons une nouvelle émission. Plus de 80 morts, 12 000 habitations détruites et 150 000 hectares de terre brûlée. En novembre, les Américains ont vécu en Californie les incendies de forêt les plus dévastateurs de leur histoire. 3 mois plus tard, quelles leçons pouvons-nous en tirer? Réponse, samedi prochain.